11e samedi de manifestation à une semaine des premiers prélèvements à la source. Pour cette édition, les Gilets jaunes entendent innover avec de nouvelles formes de mobilisation. Le point sur ce mouvement social inédit qui fêtera bientôt ses 3 mois d'existence. À 1 an des élections municipales, Anne Hidalgo revient sur le devant de la scène. Fragilisé, le maire de Paris entend renverser la vapeur malgré un bilan loin d'être flatteur. Alors que les Gilets jaunes dénoncent les privilèges accordés aux responsables politiques nationaux, certains remettent également en cause les avantages dont bénéficient les principales figures politiques de la République une fois leur mission terminée. Petit tour d'horizon de ces privilèges. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Gilets jaunes ont bientôt 3 mois. Samedi, pour l'acte 11 des mobilisations, les manifestants auront recours à de nouveaux moyens. Et qu'importe le grand débat national, à une semaine des premiers prélèvements à la source, le mouvement pourrait même faire boule de neige. Les Gilets jaunes occupent encore l'actualité. Dans une semaine, le mouvement spontané fêtera ses 3 mois d'existence, une longévité exceptionnelle pour des mobilisations qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Pour cet acte 11, les mobilisations auront encore lieu dans toute la France, car si les manifestations parisiennes font inévitablement plus parler d'elles, du fait de leur caractère parfois plus violent, mais surtout parce que les chaînes d'information continuent et les principaux médias sont situés en région parisienne, les manifestations dans des villes comme Toulouse et Bordeaux remportent également un franc succès. Et si le mouvement semble connaître quelques difficultés liées aux personnalités qui en sont plus ou moins naturellement devenues les porte-paroles, les mobilisations et la détermination semblent intactes. Même les enquêtes d'opinion demeurent favorables aux mécontents. Un exploit pour un mouvement qui dure depuis si longtemps. Le lancement du grand débat ne semble pas vraiment avoir changé la donne. Ce débat aura été l'occasion pour Emmanuel Macron d'enfoncer encore un peu plus Laurent Wauquiez, ce dernier lui reprochant de ne pas aller parler aux Français alors même que c'était ce que le président était en train de faire. Une victoire face à un potentiel adversaire qui n'est cependant qu'une goutte d'eau dans la crise que traverse l'exécutif. Car après moins de 2 ans au pouvoir, Emmanuel Macron a affaire à ce qui pourrait être qualifié de plus gros mouvement social depuis le début du siècle. Et pour l'instant, le locataire de l'Élysée s'en sort à moindre frais en l'absence de coagulation des luttes. En effet, les syndicats, qui auraient aimé garder leur petit monopole de la lutte sociale, ont globalement vu d'un mauvais œil le mouvement des Gilets jaunes. Et les manifestants de la CGT sont copieusement hués lorsqu'ils tentent de s'intégrer au cortège de Gilets jaunes. Mais la donne pourrait changer avec l'initiative du Gilet jaune Éric Drouet et de la CGT d'une grève générale, initiative soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Une influence qui pourrait profiter à l'extrême gauche alors que le Rassemblement national devrait, conformément à sa ligne de conduite habituelle, se prononcer contre le blocage du pays. Autre initiative, la Nuit jaune, également initiée par Éric Drouet et qui consiste à manifester de nuit. Ajoutez à cela la volonté des organisateurs de ne pas déclarer leur manifestation parisienne et vous aurez un mouvement qui peut s'intensifier mais aussi déraper. Ici et là, d'autres mécontents semblent aussi commencer à envisager de se mobiliser. C'est le cas notamment de la CGT, FO et de la CFDT des finances publiques qui appellent à une journée de grève lundi. On imagine cependant assez mal voir les agents du fisc marcher avec les Gilets jaunes. Reste que si la jonction avec les syndicats semble assez délicate, d'autres événements pourraient mettre l'exécutif en difficulté, comme l'embrasement des banlieues qui pourrait arriver au pire des moments. Pour le moment, aucun signe ne semble aller dans ce sens. À bientôt 3 mois d'existence, le mouvement demeure donc important et divers, une diversité qui fait sa force, mais aussi qui pourrait le mener à des divisions. La présentation d'une liste aux élections européennes a montré les limites de certains modes d'action qui ne sont pas propres à l'ADN du mouvement, en l'occurrence la bataille électorale. Largement dénoncée sur les réseaux sociaux et menée par des proches de la majorité et du Parti socialiste, la liste pourrait bien ne jamais aboutir, s'alimentant des frustrations de tous, des rancœurs de chacun. Après des décennies de mépris de la classe politique en place, le mouvement peut aussi compter sur les erreurs de communication, l'arrogance du personnel ministériel et les bavures policières pour maintenir la colère. Et après 11 semaines de manifestations, les Gilets jaunes ont même su s'adapter à l'environnement de conflit propre au mouvement de contestation et les manifestants ont ainsi pris le réflexe de se tourner vers des avocats, un réflexe motivé par la dureté de la répression et les injustices dont se sentent victimes bon nombre de Gilets jaunes. À 7 jours du premier prélèvement à la source, le mouvement a su maintenir le cap et s'inscrire dans la durée. Les erreurs de l'administration fiscale et les vexations financières que provoqueront les premières fiches de paye pourraient même redynamiser le mouvement. Anne Hidalgo entre en scène, excellent jeu de mots. À un peu plus d'1 an des élections municipales, le maire de Paris a lancé sa pré-campagne avec l'association Paris en commun, une première pierre alors que la bataille pour le trône de Paris s'annonce corsée. Thibaut Bastide.
Anne Hidalgo prépare le terrain des municipales. Alors que l'année 2018 a été particulièrement compliquée, marquée notamment par le désastre Autolib et Vélib, l'édile socialiste tente de renverser la vapeur pour conserver son trône parisien. À un peu plus d'un an des élections municipales, Anne Hidalgo a décidé de lancer sa pré-campagne en vue d'un deuxième mandat. Première étape, le lancement d'une association destinée à fédérer ses soutiens et réfléchir au futur programme. Baptisé Paris en commun, la nouvelle structure est pilotée par l'un des plus proches adjoints du maire, Jean-Louis Missica, un adjoint qui était déjà à la manœuvre lors de la campagne d'Anne Hidalgo pour les municipales de 2014. Pour l'heure, pas question pour le maire sortant d'apparaître en première ligne dans cette pré-campagne, ni de donner l'impression qu'elle délaisse sa fonction. Il faut dire qu'Anne Hidalgo a du pain sur la planche et elle veut redorer son image, particulièrement écornée auprès des Parisiens. En effet, tout ce qu'elle a entrepris depuis 4 ans a été contesté de toutes parts. Piétonisation des voies sur berge, fiasco d'Autolib, un endettement qui bat tous les records, accueil de milliers de clandestins ou encore la propreté de la ville lumière. Tant de sujets auxquels le maire de Paris aura à faire face lors du lancement officiel de sa campagne. En attendant, Anne Hidalgo avance à pas feutrés en procédant à un énorme chambardement autour d'elle. Ainsi, pour espérer une éventuelle réélection, l'idéologue socialiste tente la carte du rassemblement en s'entourant de l'ancienne chiracienne Dominique Versini, du centriste Jean-François Martins, du maire PS du 10e arrondissement Alexandra Cordebar et de l'écologiste Célia Bloel, avec en cerise sur le gâteau le soutien de la présidente de la fondation Nicolas Hulot, Audrey Pulvar. Malgré cette contre-offensive lancée furtivement par Anne Hidalgo, les premiers couacs n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez puisque la candidate pressentie par la France Insoumise pour conduire la bataille de Paris, Danielle Simonet, revendique la paternité du nom de l'association Paris en commun et un recours a été intenté devant l'Institut national de la propriété industrielle. Des tensions avec la France Insoumise alors que la République En Marche et les Républicains préparent également leur plan de bataille pour ravir le trône parisien. D'ailleurs, Anne Hidalgo attend que ses futurs opposants se découvrent avant de lancer officiellement les hostilités. Alors que la partie semblait complètement désespérée il y a quelques mois, Anne Hidalgo pourrait finalement profiter de la fragilité de ses adversaires directs, qu'il s'agisse du parti présidentiel, qui supporte naturellement l'impopularité de l'exécutif, ou des Républicains dont la ligne ne s'est toujours pas clarifiée depuis l'échec de l'élection présidentielle de 2017. Les élus coûtent très cher avant mais aussi après leur mandat. Cette critique au cœur du mouvement des Gilets jaunes participe du fossé qui se creuse entre les Français et leurs gouvernants. Tour d'horizon avec Thibaut Bastide. Salaire trop élevé, avantages en nature ou encore retraite plus que confortable. Les critiques à l'encontre de la rémunération des responsables politiques nationaux ne manquent pas. D'ailleurs, la dénonciation de ces privilèges figure parmi les premières revendications des Français dans les cahiers de doléances mis en place dans le cadre du grand débat national. Il faut dire que les élus sont loin d'être à plaindre. Si l'on fait le tour des rémunérations, les députés touchent 7 696 € bruts par mois, tandis que les sénateurs gagnent 7 719 € bruts mensuels, et cela sans compter les multiples enveloppes et avantages. Des rémunérations élevées qui choquent de nombreux Français auxquels il faut également ajouter les privilèges liés à l'hébergement ou encore au transport. En effet, chaque député bénéficie des transports gratuitement et d'un logement dans la capitale payé par le contribuable. Si la rémunération des élus fait débat depuis longtemps, certains remettent également en cause les privilèges accordés aux figures politiques bien après la fin de leur mandat. À l'image d'un message laissé à la mairie de Martigues dans les Bouches-du-Rhône, des Français se demandent même pourquoi les présidents, ministres et députés continueraient à toucher des prestations après la fin de leur mandat. Concernant les anciens présidents, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande bénéficient chacun d'une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État, ce qui représente 6 220 € bruts par mois. Une dotation à laquelle il faut ajouter les revenus liés au Conseil constitutionnel. Petite précision, un seul ancien président cumule ces deux revenus, Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac ne siège plus à cette juridiction depuis mars 2011, Nicolas Sarkozy depuis janvier 2013 et François Hollande n'y a jamais siégé. À ces sommes, il faut également ajouter les différentes retraites d'élus locaux ou de députés. Pour les anciens ministres, rien de plus simple depuis la promulgation de la loi sur la transparence de la vie publique en 2013. Ministres et secrétaires d'État bénéficient pendant 3 mois après leur fonction d'une indemnité équivalente à leur ancien salaire, soit 9 940 € bruts par mois pour un ministre et 9 443 € bruts pour un secrétaire d'État.
Enfin, le sujet est complexe pour les anciens députés. À l'issue de son mandat, l'élu peut toucher une allocation dont le fonctionnement est aligné depuis le 1er janvier 2018 sur celui de l'assurance chômage, représentant 57% de l'indemnité parlementaire de base. Ainsi, le revenu mensuel de base d'un député élu étant de 5 623 € bruts. Ce chômage des anciens députés s'élève ainsi à 3 205 € bruts pendant 2 ou 3 ans selon l'âge du député sortant. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le cirque continue à l'Assemblée et ce vendredi, les clowns se sont donné rendez-vous pour la première réunion constitutive de la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Créée à l'initiative de la France Insoumise pour agir contre le caractère délictuel des groupuscules d'extrême droite, cette commission sera présidée par le député insoumis Muriel Resiguier. Parmi les membres de cette instance, on relève la présence de Mjid El Guerrab, le député macroniste qui avait agressé en 2017 un ex-camarade socialiste à coups de casque en plein Paris. Ce dernier pourra donc apporter son expertise. Dans la fine équipe, on retrouve également le député UDI des Français de l'étranger, Meyer Habib, récemment pointé du doigt pour avoir utilisé le cachet de l'Assemblée nationale pour soutenir un candidat dans la course à la mairie de Jérusalem. Dans un souci d'équilibre, le député de Vaucluse de la Ligue du Sud a proposé de créer une même commission pour les groupuscules d'extrême gauche. Grand remplacement cinématographique au CNC. Le Centre national du cinéma a divisé par 3 les aides qu'il accordait depuis 2012 à la numérisation des films de patrimoine, ceux dont la sortie en salle est antérieure à 10 ans, alors que les subventions versées en 2018 s'élevaient à 9 millions d'euros pour la restauration de 1123 films anciens. Seulement 2,8 millions par an y seront consacrés jusqu'en 2021. Financé par le ministère de la Culture, le CNC a cependant augmenté de 63% les subventions versées au Fonds Images de la Diversité, une commission qui soutient la création et la diffusion des œuvres représentant l'ensemble des populations immigrées en France, la lutte contre les discriminations, les quartiers défavorisés ainsi que l'égalité femmes-hommes. Alibaba et les 40 voitures. Jeudi, un clandestin prénommé Ali a littéralement démoli une voiture appartenant à l'association d'aide aux migrants qui l'héberge à Perpignan. La raison, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités françaises. Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à l'excès de colère du clandestin. Lors de son passage au tribunal, Ali a expliqué avoir consommé de l'alcool et du cannabis grâce aux aides versées aux demandeurs d'asile, tout en assurant avoir été mal accueilli et mal logé par l'association. Les apôtres des frontières ouvertes sans mur. Parmi les opposants au projet de construction du mur de Donald Trump à la frontière mexicaine figurent l'ancien président américain Barack Obama et le milliardaire George Soros. Les deux hommes ont pourtant fait bâtir un gigantesque mur de béton autour de leurs propriétés privées respectives. Donald Trump a déclaré dans un tweet vouloir construire une version légèrement plus grande des murs qui assurent la sécurité familiale de l'ancien président et du financier. Selon lui, son mur est aussi nécessaire et légitime que le leur dans la mesure où il vise à protéger la grande famille américaine des dangers venus de l'extérieur. Les États-Unis reprennent leurs bonnes habitudes. 5 heures à peine après que Juan Guaidó, l'opposant au socialiste Nicolás Maduro, se soit autoproclamé président par intérim du Venezuela, un camion publicitaire faisait déjà sa promotion en plein Times Square à New York. Donald Trump a immédiatement apporté son soutien à Juan Guaidó, tandis que Moscou a défendu la légitimité de Nicolás Maduro. Alors que les Gilets jaunes se préparent à manifester pour l'acte 11, Emmanuel Macron a quant à lui salué dans un tweet le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté. L'histoire de France, encore une fois, défigurée. La cathédrale de Chartres, construite au XIIe siècle, a survécu à la Révolution française et aux guerres mondiales, mais cède face à l'architecture moderne. Après avoir vu passer des grands noms qui ont forgé la France, d'Henri IV à Jean Moulin, l'esplanade de ce monument historique se verra dotée d'une construction froide et de béton. Sur l'esplanade majestueuse de la cathédrale, la municipalité va ériger un musée présentant l'historique lieu saint, un projet mégalomane, creux et cher qui menace un patrimoine d'une richesse inégalée, de plus en plus négligé. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une sous le gilet jaune, l'ambition politique. Et ce soir, retrouvez immédiat Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure.
évoque notamment la venue du ministre Schiappa dans l'émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste » et la 10e édition des Bobards d'Or organisée par la fondation Polémia, également au programme Bistro Liberté. Après, quel sujet m'intéresse particulièrement? Parce qu'on dit Mariani, il va là-bas parce qu'il veut défendre les intérêts de la Russie. Les siens, voilà. Non, c'est pas... Voilà, on dit, bah si, c'est quelqu'un qui est pro-russe, donc il va là-bas pour éclairer les consciences et poutiner l'Assemblée. Non, je pense qu'il y a un vrai défi. Il y a un vrai défi. Et pour moi, c'est un test. Si l'Europe réussit ça, elle prouvera qu'elle peut exister. Elle peut exister, je veux dire, en étant indépendante vis-à-vis des blocs, aussi bien de la Russie que de la Chine ou des États-Unis. Alors le problème pour le moment, c'est qu'on fait systématiquement ce que veulent les États-Unis. J'en veux pas aux États-Unis qui sont nos alliés, je veux dire, j'en veux à l'Europe d'être nulle et faible, qui sont historiquement nos alliés, mais je veux dire, le principal responsable, c'est celui qui accepte cette situation. Oui. C'est pas qu'un État essaye d'être fort, que ce soit la Chine, la Russie ou les États-Unis, il fait, ça, j'allais dire, ce qu'il doit faire. Qu'un État accepte de le subir, c'est ça qui n'est pas normal. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais... Et demain, dès midi, retrouvez le samedi politique. Cette semaine, Élise Blaise reçoit Étienne Chouard. Ensemble, ils évoqueront le référendum d'initiative citoyenne, la revendication principale des Gilets jaunes. Parler de référendum d'initiative partagée, c'est une escroquerie. Mais ce n'est pas la première. À chaque fois que les élus écrivent une constitution, ils écrivent une escroquerie. Moi, je parle d'escroquerie parlementaire. Toutes les décisions favorables, utiles au bien commun que les citoyens seraient capables de prendre grâce au RIC, on n'en parle pas, on parle que de couillonnade. Enfin, on s'en tartine de quelques morts, de la peine de mort. Excusez-moi, c'est pas un sujet. Je rappelle que les élus en question, qui nous font tout un foin pour 3 ou 4 condamnés à mort, ou pas, suivant qu'on décide la peine de mort, ces gens-là sont en train de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, et là c'est la peine de mort pour des millions de personnes au Yémen, et même le patron de l'Arabie Saoudite, on le décore de la Légion d'honneur, mais on se fout de notre gueule. Quand les riches achètent les journaux du pays, c'est pas pour le bien commun, c'est pour intoxiquer l'opinion, pour nous mettre la tête à l'envers, pour que nous arrivions à voter contre nos intérêts. Et dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au christianisme en Algérie. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz, suivi de Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Je vous ai dit que notre maire avait fait partie de ceux qui avaient été invités à l'Élysée à l'occasion du Congrès des maires de France, mais que finalement, ayant longuement pesé le pour et le contre, il avait décliné l'invitation pour ne pas avoir l'air, disait-il, d'aller servir la soupe au président. Je vous ai dit aussi qu'un jeune nommé Guy, dans notre village, avait depuis longtemps manifesté son intention de se présenter contre lui et que les sympathisants gilets jaunes de tout le pays commençaient à aimer bien ce Guy parce qu'il représentait exactement l'opposé du précédent. C'est pas tellement son âge, 30 ans, c'est surtout son profil général qui commence à plaire à la population parce qu'il représente tout ce que les maires de l'ancien régime ne sont pas, c'est-à-dire travailleurs manuels, débrouillards, capables de réparer lui-même un engin en panne, c'est son métier, soucieux des deniers publics, capables de résister à toutes les hystériques qui veulent une subvention, qui veulent qu'on leur prête la salle communale pour des séances de thérapie, de tous les habitants qui s'aviseraient de commencer leurs phrases par celles et ceux, et surtout capables de dire en réunion à quelqu'un qui ne sait pas expliquer les choses dans un langage accessible par tous, monsieur, ne nous en veuillez pas, mais ici nous sommes des gens simples, des gens qui n'ont pas eu le privilège comme vous d'apprendre à parler de manière savante, alors on va vous demander de vous mettre à la portée des pauvres qui payent leur impôt foncier et leur taxe d'habitation au même taux que ceux qui parlent bien. Ce petit portrait en introduction pour en venir à la scène que je vais vous décrire et qui était le premier direct de plus de 6 heures que le président de la République s'est offert en Normandie.
Je suis allé 2 fois prendre le café en bas au café ce jour-là, après le déjeuner, une fois, après le dîner une autre fois. Entre-temps, j'ai vaguement écouté la discussion à la télévision en sourdine au fond de mon atelier, dans le léger sifflement du feu de bois et le bruit de la fontaine. Et notre futur maire, là, le jeune Guy, m'a convié aussi à venir prendre une bière à 7 heures pour me livrer ses observations à chaud, dans l'espoir que j'en fasse part ici. Et ben voilà, c'est fait. Il m'a dit, ce pauvre président aura beau faire, jamais ça ne marchera, parce que le seul truc dans lequel il est à l'aise, et ça me rappelle notre maire d'ici, c'est le vocabulaire. Je ne sais pas si tu as entendu, me dit-il, mais il fait pratiquement des clins d'œil, genre médecin de Molière, aux élus de Normandie sur des notions qui sont seuls à connaître, des trucs hyper techniques, des abréviations. Il leur dit, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me parler de la directive 6624, mais personne, sauf eux, ne sait de quoi il s'agit. Il paraît qu'il va venir ici, j'ai une copine qui travaille dans le Lot et qui m'a dit qu'il allait venir à Souillac, mais il préfère les endroits comme Évreux. Mon grand-père est normand, au nord et au sud de la vallée de la Seine, en aval de Paris. Il y a des centaines de grosses baraques appartenant à des pontes parisiens. Les jeunes font des stages à Paris, vont au spectacle à Paris, sont étudiants à Paris. Depuis 30 ans, là, tous les gros profiteurs de la politique française ont un pied en Normandie. Du coup, les élus sont des gros bourgeois qui ont l'habitude, qui parlent bien, qui fréquentent la haute dans leur circonscription et qui sont invités dans les ministères. Chez nous, les privilégiés, ça rase plutôt les murs. En Normandie, ils plastronnent. Donc, il était là en terrain conquis. Son truc, c'était l'équivalent du raout qu'il a fait à l'Élysée au lieu d'aller au congrès des maires. D'ailleurs, regarde-les, m'a-t-il dit en désignant du menton à la télé, là, pendant qu'on buvait notre bière. Ils disent tous « Quel honneur, Monsieur le Président, merci d'être venu parmi nous ». Du coup, l'autre, en confiance, répond « Vous avez raison, personne ne m'a obligé à venir ici ». Et pas un seul n'a répondu « Mais si, justement, c'est pour ça qu'on voudrait vous dire un mot, on vous a obligé à venir nous parler parce que vous faites vos coups en douce ». Comme ce jeune homme m'amusait, et comme j'avais besoin de pittoresque pour cette chronique, je lui ai dit « Mais vas-y, continue, tu lui aurais dit quoi, toi ?» Ben, je lui aurais dit, vous êtes comme le commandant du Titanic qui va voir en soute, qui voit qu'il y a des compartiments noyés et qui dit au chef d'équipe pas un mot à l'équipage et pas non plus aux passagers. Je vais demander à l'armateur ce que je dois faire. Et bien pour nous, me dit-il, l'armateur, c'est Madame Merkel. Nous sommes tous sous pavillon allemand. Personnellement, et là c'est moi qui parle, je pense que ce garçon ira loin. Déjà au bar, 4 ou 5 personnes l'écoutaient de préférence au président parce que lui, il avait les mots. Il avait compris qu'il n'avait que 2 minutes pour retenir l'attention, tandis que l'autre, là, disait toutes les 3 phrases, on a tout notre temps. Et bien, le commandant du Titanic, c'est pareil, a continué le jeune homme. S'il a réuni une poignée de chefs d'équipe comme ça, sans interroger les types au charbon en bas et sans parler aux passagers, c'est parce qu'il attendait le télégramme de l'armateur. Et le pire, m'a dit le jeune homme, c'est qu'on sait déjà ici, en France, qu'il n'y a pas assez de chaloupes en cas de catastrophe. Donc, il paraît qu'il va venir dans le Lot, a dit le jeune, ben moi je vais prendre une journée de congé puis je vais y aller. Et 2 jours après, il est parti en effet, et j'ai appris que notre maire était indisponible le même jour. Vous ne voyez pas que notre maire fasse partie des bons éléments choisis par la préfecture pour rencontrer le président? Ce serait formidable. Il n'a rien dit à personne, du coup j'attends qu'ils soient rentrés tous les deux pour vous raconter. À bientôt, merci. Maggie Biskupsi est une jeune femme de 36 ans qui habite dans les Yvelines et qui s'est donné la mort, qui s'est suicidée il y a peu de temps. Maggie Biskupsi était membre de la BAC, la brigade anticriminelle, et travaillait la nuit dans les Yvelines pour accomplir sa mission de surveillance et de protection des Français. Devant ce qu'elle a vécu, devant les difficultés de son métier, devant sans doute des situations extraordinairement difficiles pour elle à gérer pendant la nuit, avec tout ce que l'on peut imaginer d'insécurité pour des membres de la BAC, elle a fait des interventions très étayées, avec une espèce de nom de code, mobilisation des policiers en colère. L'inspection générale de la police nationale s'est saisie du dossier et il semblerait que Maggie Biskupsi ait été profondément mise en cause par l'IGPN et qu'on lui ait demandé de respecter son devoir de réserve. La pression de sa hiérarchie a été manifestement très forte. Et puis, on peut imaginer aussi que la pression de ce qu'elle vivait dans ses nocturnes dans les Yvelines
était une pression psychologique particulièrement insupportable. Et finalement, Maggie Biscupsi ne l'a pas supporté et s'est donné la mort. Et nous ne pouvons que penser à tous ces policiers et gendarmes qui, nuit et jour, travaillent pour essayer de protéger les Français, pour essayer de protéger leur sécurité, alors que l'on sait parfaitement que, globalement, la société est parfaitement soumise à l'insécurité et que les actes de violence sont en explosion aujourd'hui sur tout le territoire, sans que l'on puisse faire quoi que ce soit, car les effectifs de la gendarmerie et de la police n'augmentent plus pour des raisons budgétaires. L'on peut hélas imaginer qu'il y aura beaucoup de Maggie Biscupsi dans l'avenir, et nous émettons un souhait, c'est que le gouvernement prenne enfin conscience que des métiers de ce genre deviennent impossibles à réaliser normalement. Et il faut donc espérer qu'un jour, enfin, la police et la gendarmerie pourra travailler dans des conditions beaucoup plus normales. Cela dit, je vous souhaite tout de même une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.